on va dire que maintenant l'IRM est un examen d'imagerie qui est incontournable dans l'exploration de la pathologie cardiovasculaire. Elle a connu ces dernières années un développement très important avec l'apparition de plusieurs séquences, entre autres les séquences de rehaussement tardif, de mapping T1, T2. Les indications sont nombreuses. Ces indications ont fait l'objet des recommandations officielles des sociétés savantes et sont elles sont faites classées en fonction de l'efficacité diagnostique de ces techniques. Alors pourquoi, dans plusieurs situations, préférons-nous l'IRM par rapport aux autres moyens d'exploration? Donc c'est une technique qui est séduisante, qui est robuste, non invasive, mais qui a la particularité de faire 3 en 1, c'est-à-dire en un seul examen, 3 types d'imagerie. D'abord l'imagerie fonctionnelle grâce à des séquences dynamiques qui bougent dans les différents plans du cœur, une imagerie morphologique grâce à des séquences qu'on appelle morphologiques son noir, T1 ou T2 qui permettent une excellente caractérisation du myocarde, mais surtout grâce à des séquences clés qui sont les séquences perfusionnelles avec injection de gadolinium. Alors je vais m'attarder un tout petit peu par rapport à cette séquence qui est une séquence clé, comme je l'ai déjà dit. C'est une séquence qui consiste à faire une séquence après injection tardive, c'est-à-dire 10 minutes après injection de gadolinium, qui a pour objectif d'éteindre, donc le signal du myocarde apparaît en noir. Et pourquoi? Pour tout simplement augmenter le contraste entre le myocarde qui est sain, qui est en noir, et le myocarde lésé qui paraît en hypersignal, qui traduit tout simplement un muscle lésé. Alors je vous rappelle que le gadolinium, une fois injecté, c'est un agent qui est toujours extracellulaire, il ne pénètre pas en intracellulaire, il reste dans le tissu interstitiel. En cas d'un infarctus, qu'il soit aigu par rupture membranaire ou chronique par mort cellulaire et qui va être remplacé par un substrat de collagène, ou en cas d'une pathologie non ischémique liée à la présence d'un œdème, d'une inflammation ou un infiltrat extracellulaire comme le cas de l'amylose, on va avoir tout simplement l'augmentation de la distribution de ce gadolinium dans le secteur interstitiel. Donc on va avoir une augmentation de la distribution du gadolinium et une diminution en fait du washout, de l'élimination de ce gadolinium, et du coup on va avoir une rétention, une stase de ce gadolinium et qui va apparaître sous forme d'un hypersignal. Une fois on voit cet hypersignal sur cette séquence qui est très importante, il faut avoir 2 réflexes. Le premier réflexe en fait, il faut toujours préciser le siège par rapport au myocarde, s'il est exclusivement sous-endocardique ou plutôt exclusivement sous-épicardique ou plutôt intramyocardique, et s'il est systématisé ou non systématisé. Donc c'est une séquence qui permet de reconnaître les différentes pathologies en fonction du siège. On peut dire que c'est une séquence discriminative qui permet de faire la part facilement entre 2 pathologies, la pathologie ischémique ou le rehaussement tardif et de topographie sous-endocardique exclusivement avec une extension transmurale, et les autres pathologies non ischémiques telles que la myocardite, la cardiomyopathie dilatée et de primitive audiopathie, encore un autre type de rehaussement tardif intramyocardique nodulaire en cas d'une CMH, en cas d'une sarcoïdose, en cas d'une myocardite ou sarcoïdose, mais on peut avoir, comme l'a très bien dit la première conférencière, c'est un rehaussement tardif, un hypersignal circonférenciel sous-endocardique, mais il est étendu en faveur de l'amylose. Alors voici les 3 schémas qu'on peut avoir, c'est en fait un résumé. Donc soit c'est un rehaussement tardif exclusivement sous-endocardique, là le white is dead, donc tout ce qui est blanc c'est la nécrose, ça se voit en fait dans la pathologie ischémique, ou le rehaussement tardif et de topographie exclusivement sous-épicardique, ça se voit généralement dans la pathologie inflammatoire telle que la myocardite, ou plutôt de topographie intramyocardique, et là il faut penser à la fibrose dans le cadre de la CMH. Alors maintenant revenons aux indications. Nous avons, je vais surtout insister sur les principales. Voyez ici, si on considère le score 1 bien sûr comme non indiqué et 9 comme une excellente indication, on voit que l'IRM présente une excellente indication pour les différentes pathologies, qu'elles soient ischémiques ou non ischémiques. Alors nous allons commencer par, j'ai choisi 10 indications. La première étant en fait l'étude de la fonction systolique du VG ou du VD qui est classée comme classe 1 avec un score 8.
Donc pourquoi on choisit l'IRM? Maintenant, il faut savoir que l'IRM, c'est le gold standard et permet de donner des valeurs référentielles avec une reproductibilité inter- et intra-observateur bien supérieure à l'échographie. Elle est surtout indiquée dans le suivi du remodelage en cas d'une cardiomyopathie dilatée, l'insuffisance cardiaque et pour les patients peu échogènes. Donc surtout, j'insiste sur l'apport de l'IRM dans l'étude de la fonction du VD, dans la géométrie, est beaucoup plus complexe par rapport au VG. Passons à la deuxième indication, là je vais faire vite puisqu'on n'a pas que 20 minutes. C'est l'étude de la viabilité myocardique qui est encore une indication classe 1. Donc vous le savez très bien maintenant que la recherche de la viabilité myocardique après un infarctus est actuellement indispensable avant tout geste de revascularisation. Donc c'est encore un score 9. Alors maintenant, comment on va apprécier cette viabilité en IRM? On a en fait deux possibilités. Soit c'est l'IRM de repos, qui est l'IRM classique, basique, ou une IRM de stress. On va commencer par la première, l'IRM de repos. Alors l'IRM de repos, c'est une technique, c'est la technique, disons, la plus sensible de la détection de la nécrose myocardique avec une sensibilité bien supérieure à la scintigraphie, donc 92% pour l'IRM versus 28% pour la scintigraphie. Elle est surtout supérieure pour la détection de la nécrose de petite taille, c'est-à-dire l'infarctus sous-endocardique. Et ceci se fait concrètement grâce à la séquence du rehaussement tardif et dans le cadre de ces indications, lorsque vous nous envoyez une IRM pour une étude de la viabilité, on va surtout insister sur la séquence du rehaussement tardif, qu'on va appeler tout simplement la séquence de viabilité. Donc vous voyez maintenant la différence entre un myocarde sain sur cette séquence, toujours de rehaussement tardif qui apparaît noir, homogène, et ici on voit le blanc, l'hypersignal qui est de topographie, qui est systématisé, surtout transmural, systématisé, qui est en faveur de la nécrose. Alors comment on fait? Donc on va repérer cet hypersignal pour faire simple et on va estimer cet hypersignal par rapport à l'épaisseur du myocarde en le classant moins de 25%, plus que 75% et entre les deux, entre 25 et 75%. Donc il faut savoir que l'étendue transpariétale de ce rehaussement tardif est corrélée avec les possibilités de récupération fonctionnelle. Donc on va dire que si le rehaussement tardif est absent ou lorsqu'il est strictement inférieur à 25%, on va vous répondre par un muscle qui est viable, donc où le geste de revascularisation est indiqué, mais dans le cas où le rehaussement tardif est transmural dépassant les 75%, là on vous parle d'un muscle non viable et donc il est délétère de faire un geste de revascularisation. Entre les deux, on va avoir de problèmes. C'est les zones grises où la récupération est incertaine. Donc, en résumé, sur une simple IRM classique qui est faite avec des séquences signées IRM et une séquence de rehaussement tardif, on est capable de juger de la viabilité et on affirme la non-viabilité devant une épaisseur résiduelle strictement inférieure à 5 mm du myocarde et surtout un rehaussement tardif type bien sûr ischémique transmural dépassant les 75% par rapport à l'épaisseur du myocarde. Alors voici un exemple, donc là c'est un patient qui nous a été adressé pour l'étude de la viabilité, déjà sur les séquences signées IRM. Sur les séquences signées IRM 4 cavités, on voit ici le VG qui est dilaté avec une poche anévrismale et on note déjà l'amincissement évident de la pointe du VG. Mais ce qui est important, ce sont les séquences de rehaussement tardif pour répondre à votre question. Et là, on va conclure un muscle non viable puisque le rehaussement tardif prend toute l'épaisseur du myocarde, donc c'est un muscle non viable. Donc je passe encore à notre exemple. Alors maintenant, si on est dans l'hypothèse et la situation où on a visuellement un rehaussement tardif qui est compris entre 25 et 75%, là comment on va améliorer en fait les performances de l'IRM tout simplement en ajoutant, c'est pas simple, aussi simple que ça, un stress pharmacologique avec l'injection de butamine faible dose. C'est une technique qui, dans l'interprétation, est similaire à l'échographie sous butamine, qui permet d'améliorer la valeur prédictive positive de la technique. La seule limite de cet examen, c'est que c'est un examen lent qui peut être fait en premier temps ou en deux temps. Alors passons à la troisième indication, c'est le cas d'une IRM demandée en post-infarctus. Après un infarctus, c'est encore une classe 1, score 7. Et pourquoi on demande l'IRM après l'infarctus? C'est toujours pour évaluer l'étendue de la nécrose. C'est très important de faire en fait l'inventaire des segments touchés. Et vous savez très bien qu'une atteinte qui dépasse ces 6 segments est un élément de mauvais pronostic.
la recherche d'un œdème myocardique, c'est-à-dire une zone à risque, un bilan initial avant le suivi pour calculer la fraction d'éjection et surtout recherche de signes d'obstruction de la microvascularisation, c'est le no-reflow qui est prédictif d'événements cardiovasculaires. Alors, l'aspect de no-reflow, c'est un élément très important lorsqu'on analyse l'IRM. À chaque fois qu'on voit ce no-reflow qui est tout simplement la mise en évidence au sein du rehaussement tardif du plan, une zone qui reste en hyposignal, qui ne se rehausse pas après gadolinium. Donc c'est un signe qui a une valeur plutôt pronostique, prédictive d'événements cardiaques. J'ai emprunté en fait ce cas de Jean-François II, qui a montré qu'à J4, il a vu ce no-reflow qui est, chaque fois qu'on le voit, il faut le mentionner sur le compte-rendu parce qu'à 4 mois, ce no-reflow est en fait prédictif de l'absence de viabilité. On voit l'évolution vers la transmuralité du rehaussement tardif avec un muscle qui devient non viable. Alors, quatrième indication, c'est notre pas quotidien maintenant, c'est le syndrome coronarien aigu à coronaire saine. C'est une indication qui est vraiment très, score toujours indiqué, classe 1, score 8. Alors, pourquoi on demande l'IRM? Donc, elle a sa place pour d'abord confirmer ou plutôt éliminer un infarctus à coronaire saine, mais surtout d'apporter un diagnostic différentiel, alternatif, potentiellement grave, tel que la myocardite, qui est le principal diagnostic différentiel de l'ischémie ou le syndrome de Takotsubo. Donc, voici un exemple d'une femme de 60 ans qui consulte pour faire court devant un syndrome coronarien aigu à coronaire saine. L'échographie a montré une akinésie septale avec une fraction d'éjection à 40%. Donc la coronarographie était réalisée de première intention qui était vraiment normale et donc c'était une indication à une IRM. Donc sur les séquences petit axe ciné, on voyait en fait une petite hypokinésie de la paroi latérale. Ce n'est pas la paroi septale, mais le plus important, la séquence la plus importante, je répète toujours, c'est la séquence de rehaussement tardif où on voit bien sûr le contraste entre le noir ici d'un muscle sain et vous voyez ici le blanc, l'hypersignal qui a une topographie exclusivement sous-endocardique qui est systématisée, qui touche la partie basale et médiane, la paroi latérale. Et si on voit la deuxième coupe, le plan 4 cavités, je vois toujours cette prise de contraste de rehaussement sous-endocardique de la paroi latérale au médio-basal. Donc si on reprend la séquence morphologique D1 qui permet de détecter l'œdème, on voit dans le même territoire un hypersignal qui traduit l'œdème. Donc on a pu conclure à un infarctus qui est un infarctus aigu, c'est pas un infarctus chronique. La fraction d'éjection était à 39%. Donc un autre exemple, c'est celui d'une femme qui est collègue en fait, médecin qui se présentait pour un syndrome coronarien aigu à coronaire saine. Donc nous avons fait l'IRM qui est bien sûr validée, une indication validée. On voit déjà qu'il y a un problème sur cette séquence signée Langax. Et si on analyse bien les séquences de rehaussement tardif, on voit un petit infarctus qui touche en fait la paroi inférieure en apical, en médio-apical. Donc c'est un petit infarctus, c'est toujours un infarctus aigu. Un autre exemple, c'est une jeune avec un syndrome coronarien aigu coronaire saine, coronarographie normale, pardon, avec un réseau droit, je passe bien sûr normal et un réseau gauche normal. Alors, les séquences signées IRM montrent, bien sûr, je commence plutôt par la séquence pour faire vite, 4 cavités, on voit déjà la dilatation du ventricule gauche qui est hypokinétique. Et si on passe à la séquence de rehaussement tardif, là on était vraiment surpris par, vu l'âge de la patiente, une prise de contraste qui est typiquement type ischémique, qui touche en fait plusieurs segments, la paroi septale essentiellement en médio-apico-basale. Nous avons conclu à une origine ischémique et l'enquête étiologique, et nous avons évoqué une vascularité et l'enquête étiologique a conclu à un lupus. Un quatrième exemple, avec toujours un syndrome coronarien chez un sujet jeune, coronormal, on fait l'IRM et là, contrairement aux 3 précédentes IRM, on voit que la prise de contraste est plutôt sous-épicardique et respecte le sous-endocarde en mode qui touche la paroi latérale et la paroi antérieure du cœur. La séquence de rehaussement tardif nous montre bien sûr ce rehaussement tardif c'est le négatif de l'ischémie, donc de topographie exclusivement sous-épicardique. Et là, c'est un cas facile d'une myocardite typique à l'IRM. Alors, passons à une autre indication de l'IRM. Ce sont les cardiopathies spécifiques avec la nouvelle classification des cardiomyopathies, à savoir les cardiomyopathies primaires et secondaires.
Et nous allons bien sûr commencer par la plus fréquente, c'est-à-dire la cardiomyopathie dilatée. Bien sûr, l'IRM n'a pas de place dans un but diagnostic. Le patient nous arrive avec le diagnostic d'une CND échographique, mais on vous demandez l'IRM avec un but étiologique dans le bilan étiologique pour éliminer en premier lieu la première question, s'agit-il d'une origine ischémique ou pas. Alors je vous montre 3 types, en mode ciné bien sûr, 3 types de cardiomyopathie dilatée. Donc c'est clair qu'on est devant une dilatation dans les 3 cas, donc je vais encore animer. On voit aucune différence sur les séquences signées IRM à part la présence d'un épanchement péricardique au milieu, un épanchement pleural du côté droit, mais en analysant la séquence du rehaussement tardif, on va voir pour le premier cas que le rehaussement tardif est typiquement ischémique, transmural avec un thrombus adhérent. Donc on a conclu à une CND ischémique. Sachez que dans 13% des cas, l'IRM permet de déclasser les CND non ischémiques en CND ischémiques devant la mise en évidence d'une ischémie à l'IRM. Le deuxième cas était en rapport avec des séquelles post-inflammatoires post-myocardiques avec la mise en évidence de cette prise de contraste en mode septal sous épicardique et de la paroi latérale, alors que le troisième cas, on n'a pas vu de prise de contraste et nous avons conclu à une CND primitive. Alors, à côté de l'intérêt étiologique et plutôt diagnostic, l'IRM est actuellement présente un intérêt pronostique devant la mise en évidence et la détection et l'étude de l'extension de la fibrose en cas d'une cardiomyopathie non ischémique, qui est un élément de mauvais pronostic dans ces cardiomyopathies. Passons maintenant à une deuxième cardiomyopathie qui est la deuxième en ordre de fréquence, la CMH. Et vous voyez ici, d'après cet article en 2014, que l'indication de l'IRM est entre classe 1, classe 2A et 2B. Pourquoi on demande une IRM? L'IRM maintenant est indispensable dans le bilan du CMH. D'abord, elle permet une excellente caractérisation phénotypique bien supérieure à l'échographie. Nous avons déjà fait une corrélation avec l'équipe de l'Ariana, avec une corrélation entre l'échographie et l'IRM. Elle permet de rechercher la fibrose. On va voir l'intérêt parfois de faire le diagnostic différentiel. Donc la caractérisation phénotypique, surtout en insistant sur l'épaisseur maximale télédiastolique, qui lorsqu'il dépasse 3 mm, qui est mieux apprécié à l'IRM, avec bien sûr en se basant sur la résolution spatiale beaucoup plus supérieure à l'échographie, qui est considérée à lui seul une indication à la mise en place d'un défibrillateur, qui est considéré également comme un facteur de risque de mort subite. Encore avec la caractérisation des différentes formes, elle est vraiment supérieure, mais surtout, je vais surtout insister sur l'apport de l'IRM dans la forme apicale pure qui est souvent sous-estimée à l'échographie. Et voici un exemple qui traduit bien une CMH apicale qui touche l'apex, qui est de bon pronostic par rapport aux autres. Le caractère obstructif est également peut être démontré par la mise en évidence d'un SAM sur le plan 3 cavités. Et c'est un élément important qui la mise en évidence de l'obstruction augmente le risque de progression vers l'insuffisance cardiaque. Et il faut savoir également, on a mené plusieurs travaux qui ont été publiés sur l'apport, l'association avec l'obstruction des anomalies de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire. Voici un exemple de notre série. On voit très bien ici un aspect bifide d'un pilier avec une insertion septale directe. Un autre exemple qui nous montre un aspect bifide du pilier antérolatéral avec un pilier accessoire qu'on le voit ici qui présente une insertion septale également. Maintenant, revenons à un élément très important dans la CMH qui est la détection de la fibrose. C'est une notion nouvelle dans la stratification du risque de la CMH. Donc, ce qui a été démontré que la présence d'un rehaussement tardif est corrélée à la présence de facteurs de risque de mort subite par trouble du rythme. Mieux encore, ce n'est pas la présence ou non de rehaussement tardif, c'est l'extension de ce rehaussement tardif qui est un élément qui est lié au risque de mort subite par trouble du rythme. Alors jusqu'à 2013, on intégrait la présence ou non de rehaussement tardif dans la stratification du risque de mort subite de la CMH qui a été considéré comme un facteur modificateur. Ce n'est plus le cas. À partir de 2014, nous avons tout simplement abandonné cet élément dans la stratification du risque. Alors il y a une autre question qui est souvent posée, est-ce qu'il s'agit-il d'une HVG ou d'une CMH?
Donc là, l'IRM est mieux placé pour répondre à cette question. Donc la CMH, il s'agit plutôt d'une hypertrophie asymétrique. La paroi dépasse bien sûr les 15 mm, alors qu'en cas d'une HVG, l'hypertrophie est plutôt concentrique symétrique. Elle ne dépasse jamais les 15 mm, avec surtout l'absence de rehaussement tardif, la mise en évidence d'une participation du VD et surtout cet aspect crénelé du septum, de l'hypertrophie qui est un argument en faveur de la CMH. Alors c'est le cas d'une femme, je vais tout simplement activer les deux. Il s'agit de deux signes IRM avant gado et après gado. C'est une femme qui nous a été adressée pour le bilan d'un rhabdomyon, septal découvert à l'échographie. Donc on faisait en fait plutôt l'IRM pour caractériser cette tumeur. Et là vous voyez très bien, je passe plutôt vers les autres images figées. Sur les différentes séquences morphologiques ou dynamiques, on voit que ce processus expansif qui est au dépend du septum, qui est en fait bourgeon dans le VD et le VG, présente le même signal que le reste du myocarde, quelle que soit la séquence. T1, T2, signe IRM avant, après gado. Et après, sur la séquence de rehaussement tardif, on voit cette prise de contraste nodulaire et du coup, nous avons plutôt conclure à une forme pseudotumorale d'une CMH. Alors, je passe à la cardiomyopathie restrictive en IRM. L'intérêt, franchement, n'est pas diagnostique, mais si on fait l'IRM devant une cardiomyopathie restrictive, on va voir typiquement la dilatation biatriale avec aspect tubulé des deux ventricules, mais c'est surtout pour faire la part, donc je conclue. Continue. Ok, donc je passe plutôt à la DAVD qui est plutôt classe 1. L'IRM joue un rôle maintenant très important dans le diagnostic de DAVD avec des critères surtout majeurs et mineurs. Donc voici un exemple d'une DAVD typique avec un aspect anévrismal, une dilatation, encore un exemple. Alors le syndrome de Takotsubo qui est désormais une cardiomyopathie primitive où l'avantage de l'IRM permet d'éliminer les deux autres diagnostics différentiels, à savoir l'ischémie et la myocardie, et de retenir l'aspect en fait de Takotsubo devant l'aspect ballonisé et l'absence de prise de contraste sur la séquence de rehaussement tardif. Alors maintenant, la non-compaction également. L'IRM a un rôle et on voit de plus en plus de non-compaction à l'IRM maintenant. Je passe bien sûr, voici un exemple de non-compaction découvert à l'IRM. Pour les cardiomyopathies secondaires, donc, nous allons parler surtout de la sarcoïdose où l'IRM joue maintenant un rôle très important dans le dépistage de l'atteinte de la sarcoïdose avec une valeur pronostique devant l'estimation de l'extension du rehaussement tardif. Voici un exemple, donc il faut toujours penser à la sarcoïdose chez tout sujet jeune qui présente une atteinte biventriculaire avec une prise de contraste du VD et du VG. Alors pour les tumeurs, donc là c'est encore une classe 1 score 9. C'est une excellente technique qui permet de caractériser. On a toute une série, voici un exemple d'un fibrome myocardique, donc on le voit ici avec le rehaussement intense. Un autre exemple d'un liposarcome péricardique. Un autre exemple d'un kystidatique intramyocardique qui a déjà été opéré. Et un exemple de myxome. Donc en conclusion, je vais dire tout simplement que l'IRM a une place très importante maintenant dans l'exploration de toute cardiomyopathie, qu'elle soit ischémique et non ischémique. Merci pour votre attention.